Laurent, bonjour. Ahmed Arikwa, bonjour. Amis téléspectateurs Internet, bonjour. Laurent, bienvenue. Merci. Allez, on démarre. Laurent Roland-Antonin qui est par ce sujet évoqué à la une du quotidien, le matinal. Allez, pour une fois, sur ces derniers jours, on ne démarre pas par le fameux dossier, Ah oui. qui fait réagir de ci, de là. On parle de rentrée. On parle de la rentrée scolaire. C'est vrai que beaucoup de quotidiens d'ailleurs, on parle ce matin, donc le matinal écrit rentrée scolaire 2024-2025, les enseignants entre optimisme et inquiétude. Oui, malheureusement, parce qu'il y a des problèmes qui sont restés là, qui ne sont pas résolus depuis quelques années. À l'approche de chaque rentrée scolaire, les enseignants reviennent sur les mêmes problèmes. Et au cours des concertations, en tout cas avec les différents ministres et les syndicats, les problèmes sont évoqués. Le gouvernement fait des promesses, lesquelles promesses ne sont pas totalement tenues. Donc, et nous sommes à la veille d'une autre rentrée scolaire. Et il y a des problèmes qui sont encore là. Il y a le manque d'infrastructures de qualité, il y a le manque de personnel qui fait que certains enseignants sont obligés de tenir des classes. Et il y a la question des primes, il y a la question des avantages liés à la fonction, mais malheureusement, tout n'est pas pris en charge. Et donc, oui, aujourd'hui, il y a les enseignants peuvent être optimistes et espérer que, pour une fois, le gouvernement se penchera sur la grande partie des problèmes auxquels ils sont confrontés, ou alors peut-être ils sont dans l'inquiétude de ce que, oui, le gouvernement, une fois encore, viendra leur faire des promesses, mais ne tiendra pas ces promesses. Et donc, il revient maintenant au gouvernement de prendre les justes décisions. Ils reviennent des vacances et donc je pense qu'ils sont revenus requinqués plus que jamais. Et donc c'est comme c'est le dernier tournant avant l'un des derniers tournants avant 2026. Ils sont beaucoup plus aguerris et ils réfléchiront davantage sur les quelques problèmes qui résistent encore à leur gouvernance et pour lesquels ils n'ont pas réussi encore à trouver des solutions. Donc oui, les enseignants sont, quand on regarde un peu la situation, la cherté de la vie, les difficultés aujourd'hui, on me dira qu'on a augmenté les salaires, mais j'ai toujours dit que les salaires augmentés dont on parle, ça n'a eu d'effet que pour quelques mois, parce qu'après quelques mois, les prix ont changé également, il y a beaucoup de problèmes. Et donc, quand vous regardez tout ça, les enseignants qui déjà avaient ce problème... Et de toute façon, vous n'en avez pas bénéficié, vous, par exemple. Osons le dire. Osons le dire. Bon, si les responsables d'NTV nous suivent ce matin, Ahmed Arikwa vous rappelle ce matin que vous devez augmenter mon salaire. Mais non, ce n'est pas le propos. Non. Le propos, c'était de dire que oui, ces sursalaires-là n'ont affecté que les agents du public. C'était ça mon propos. Oui. Ce n'est pas de dire que oui, spécifiquement à Eden TV ou à Diaspora FM, cela n'a pas impacté. Non, mais je prends le secteur privé de manière générale. Moi, j'ai saisi l'opportunité pour passer un message au responsable d'Eden TV pour dire, Ahmed l'a dit publiquement, moi, je n'ai pas bénéficié d'augmentation de salaire et donc réfléchissez à cela parce que c'est très important. Parce que je vais sur le même marché que les autres qui sont dans le public. C'est très important. C'est vrai. Ça va beaucoup contribuer à me motiver. À vous motiver davantage. Voilà. Parce que vous l'êtes déjà. Bon. Motivé, vous l'êtes déjà. Je suis motivé au-delà de tout. Pas là chaque matin. Ça, c'est vrai. Parce qu'il faut se réveiller à 5 heures. Donner un peu de carburant dans le réservoir et le moteur va vrombir plus que ça, de toute façon. Alors, donc, c'est une parenthèse. Oui, donc, pour dire, oui, les enseignants ont raison de dire que, écoutez, c'est normal qu'ils soient optimistes. Espérant que... Parce que qui vit d'espoir ne met pas de chagrin. Ne met pas de chagrin. Donc, mais les inquiétudes, c'est que depuis des années, on ressasse les mêmes problèmes, mais lesquels problèmes n'ont toujours pas eu de solution. Pendant qu'on met beaucoup de milliards dans d'autres secteurs, pendant que pratiquement chaque mois, on fait des emprunts obligataires. On fait des emprunts obligataires chaque mois. C'est 45 milliards, c'est 115 milliards, c'est ci, c'est ça pour les grands travaux. Mais le social, oui, on dira qu'il y a un coup d'accélérateur à ce niveau à partir de 2023-2024. Maintenant, on sent qu'il y a
oui, des actions, oui, des efforts, mais ce n'est pas encore ça, parce que tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Et donc, oui, il faut davantage se pencher. Et je dis toujours une chose, l'enseignement, c'est un métier noble. Et toute personne qui se retrouve dans ce secteur d'activité, on doit pouvoir les motiver. Absolument. Parce que si vous et moi, on parle français, les matins, même on ne parle pas mieux que Molière, mais de toute façon, c'est des enseignants. C'est une enseignante qui a gardé ma main au CI, qui m'a appris à écrire A, B, C, D. Et c'est un enseignant qui m'a tapé régulièrement. Oui, pour Toiti, Toto. Et puis, ces personnes, il faut les chouchouter. Absolument. Écoutez, le président de la République parle français. Mais s'il parle français aujourd'hui et qu'il s'est fait, il a été un homme accompli en termes d'affaires, c'est qu'à un moment donné, c'est parce que quelqu'un l'a gardé à l'école, lui a appris à écrire ABCD. Et ces personnes devront davantage mettre de moyens à la disposition de ces personnes-là. Les enseignants ne doivent pas souffrir de quoi que ce soit. On doit pouvoir travailler à régler ça. Parce qu'on met beaucoup de milliards ailleurs, mais ces personnes qui forment la nouvelle génération sont laissés pour compte. Que ce soit au primaire, au secondaire ou à l'université. Au supérieur, c'est malheureusement le constat. Il faille que le gouvernement réfléchisse autrement pour voir comment est-ce qu'on peut donner plus de valeur aux enseignants. Alors, autant il y a ces inquiétudes-là, autant quand même d'autres, par exemple, comme Christian Lecossou, secrétaire général de la FEDECEN, dit voilà, être pressé de revoir les enfants. Oui, voilà, non, mais écoutez, si vous êtes enseignant par vocation et que ce n'est pas parce que vous avez tourné, vous n'avez rien trouvé, que le gouvernement a lancé... C'est pas question de survie. Oui, parce que le gouvernement a lancé AME et que, bon, comme vous avez perdu votre emploi à la SONAPRA ou à l'ONASA et que finalement vous avez été obligé de déposer le dossier pour être AME, c'est-à-dire ceux qui sont enseignants par vocation, on a hâte de retrouver les enfants. Moi, quand j'enseignais, j'avais du plaisir à être parmi les élèves, à leur raconter des histoires, à les entraîner, à leur parler, à leur donner des conseils. Quelqu'un qui a la fibre de l'enseignement, c'est-à-dire, quelle qu'en soit la difficulté, est disposé à aller donner l'enseignement, que ce soit dans le Bénin profond à Tchoumi ou que ce soit à Bessou ou à Ouamelopo, à Granvier et autres, que ce soit, je ne sais pas, à Govi, à Lada, que ce soit à Kobli, que ce soit à Ouessé. Donc, l'enseignant, le vrai enseignant, me dira, mais j'irai parce que je vais retrouver mes enfants. Et c'est pour ça, raison de plus pour que le gouvernement accompagne ces personnes-là, qui donnent, qui sacrifient en fait une partie de leur vie à donner le savoir aux autres, à former d'autres personnes. Imaginez, regardez ce que des enseignants ont motivé des enfants, qui sont ceux qui sont aujourd'hui. Des enseignants ont orienté des enfants, qui sont ceux qui sont devenus ministres aujourd'hui de la République. Mais avant d'être ministre, il a été cadre. Et c'est parce qu'à un moment donné, un enseignant l'a motivé, l'a encouragé. Je le dirai jamais assez. Si je suis journaliste aujourd'hui, c'est un enseignant qui m'a détecté déjà en terminale et qui a dit, tu dois faire le journalisme. Après le bac, il a voulu m'envoyer au CESTI. Je n'ai pas pu parce qu'il n'y avait aucun parent pour soutenir ça. Mais ce qu'il m'a dit en terminale m'a réveillé quand j'étais en première année d'université pour que j'aille faire la formation à Radio Univers, pour comprendre que oui, aujourd'hui je le fais. Bon, je ne le fais pas bien peut-être. Bon, peut-être que au fil du temps, je vais me perfectionner. Mais j'estime que c'est lui, Marc Rubello, s'il nous suit ce matin, je lui fais un clin d'œil. C'est lui qui a allumé ce feu en vous. En moi. Donc, pour dire, ces personnes-là, on doit les chuchoter. On doit leur donner quelque chose. Parce que l'enseignant qui est motivé, il vient en classe, il donne le meilleur de lui-même. Il est prêt à aider le dernier enfant de la classe à réussir. C'est ça. Allez, on a parlé des enseignants, on a parlé aussi, d'une certaine manière, des apprenants. Parlons d'un autre acteur du secteur. Il s'agit des parents, notamment, enfin une autre catégorie d'acteurs. Fraternité écrit à ce sujet, rentrée scolaire 2024-2025, la course aux fournitures, la bourse en souffrance. Les stands sont déserts, malheureusement. J'en connais, 2-3 stands. Je suis de près un stand aussi que je vois un peu l'affluence des parents. C'est pas encore ça. Nous sommes aujourd'hui le 29 août et déjà depuis le lundi dernier, je constate à 2 semaines de la rentrée scolaire, je vois que
les parents viennent à compte-gouttes. Les parents ne sont pratiquement pas sortis pour aller acheter les fournitures parce que la cherté de la vie a pris par là. Mais c'est vrai que vers les derniers jours, souvent on voit les affluences. Mais il y a peut-être des années en arrière, à pareil moment, on a déjà de l'affluence au niveau des stands. Et malheureusement, ce n'est pas encore ça cette année. Cela montre clairement qu'il y a un problème au niveau des parents. Les problèmes sont énormes et il va falloir que le gouvernement se penche sur la nécessité de revoir les choses parce que oui, on dira que oui, le gouvernement fait des efforts, il y a des salaires augmentés. Je l'ai dit la dernière fois, il y a des couches, des secteurs dans lesquels je pense que le gouvernement doit faire un effort et je le dis ce matin encore. Je prends les militaires qui sont au front dans la Pandjari et autres pour contrer les velléités des djihadistes. Je demande encore au gouvernement ce matin de se pencher sur les enfants de ces militaires qui sont en train de sacrifier leur vie. Beaucoup ont perdu déjà leur vie et beaucoup malheureusement... Déjà, ceux qui ont perdu leur vie, il faut absolument soutenir leurs enfants. Voilà, il y a beaucoup qui ont perdu leur vie. Et après, il faut ceux qui sont encore sur le terrain. Il y a beaucoup qui sont là qui malheureusement vont encore perdre leur vie parce que ce phénomène, ça continue toujours malheureusement. Et donc, il faut que on donne beaucoup plus de motivation à ces militaires qui sont au front en mettant un peu de moyens, c'est-à-dire dans les états-majors, les milliards qui sont là, qui sont émargés, où les gros bonnets, les grands généraux, colonels, bon, ils ne seront jamais d'accord avec moi, roulent dans les caisses bien blindées, climatisées, bureaux dorés, oui, mais écoutez, mettez un peu de ces soins à la discussion de ces militaires qui sont au fond, qui offrent leur poitrine pour la patrie. Et donc, c'est très important. Et quand le militaire sait que là-bas, il a l'arme en main et qu'il doit combattre les djihadistes, et que derrière ces enfants, la scolarité est prise en charge, ou bien même les fournitures, et le sac c'est pris en charge, c'est qu'il a une motivation supplémentaire pour s'offrir un martyr pour le peuple. Et donc, en dehors de ces personnes-là, je demande aussi à toutes ces personnes, je l'ai dit la semaine dernière ou sur dernière, que toutes ces personnes qui ont les moyens, et je les supplie ce matin, regardez autour de vous, volez au secours de ces personnes qui sont en difficulté. Volez au secours de ces personnes qui sont en difficulté. J'ai été surpris de constater, il y a un monsieur qui vient faire du sacrage devant ma maison qui me dit, mais je ne sais pas comment mes enfants vont commencer à l'école. Il en a 4. Et il le disait presque les larmes aux yeux. Je lui ai dit, mais comment est-ce qu'on peut faire? Il dit, mais voilà, je cherche des gens pour m'aider. S'il faut que vous puissiez acheter les fournitures pour moi, pour que je sacle pendant des semaines, des mois pour vous. Moi, je n'ai pas de grand domaine. La seule chose que j'ai pu lui dire, amène la liste des enfants, amène les noms des enfants, je verrai ce qu'il peut faire dans la juste mesure du possible. Donc, pour dire, il y a des gens qui sont autour de nous qui sont en difficulté, et n'essayons pas d'être heureux nous seuls. Parce que tout ça, après tout, vanité des vanités, tout est vanité. Vous laisserez tout ça et vous partirez un jour. Et parfois même vous partez, c'est ceux qui vous détestent le plus qui sont les premiers bénéficiaires. Autant mieux donner vous-même à ceux qui sont en difficulté aujourd'hui pour savoir que vous avez été utile parce qu'après, ça vous suit, tout le bien que vous avez fait sur terre. Donc, il y a ces personnes-là qu'il faut regarder. Et donc, quand vous regardez, vous allez dans la circulation, vous voyez même un étudiant que vous prenez, il a peut-être des problèmes à vous raconter. J'en ai pris un la dernière fois qui me raconte tout un tas d'histoires. Je dis, oui, voilà, il y a des problèmes. Les gouvernants font ce qu'ils peuvent faire. Ils vous diront qu'ils ont fait assez d'efforts et qu'ils ne peuvent pas donner de l'argent à tout le monde. Je suis d'accord. Aucun gouvernement ne peut distribuer de l'argent dans la maison pour aider les plus pauvres. Mais c'est à nous qui avons un peu, Dieu nous fait grâce d'avoir un peu, de voler au secours de ces personnes que nous voyons parfois. Nous voyons les gens souffrir autour de nous, mais nous ne faisons rien parce que nous estimons que, mais écoutez, il a mérité ça. Il a mérité quoi? Et vous pensez que vous méritez d'être riche autant? Quel bien vous avez fait autant pour être riche, pour avoir ce que vous avez? Juste que Dieu vous a fait grâce. Juste que vous vous êtes retrouvé au bon moment à un moment donné. Et juste que vous êtes né dans la bonne famille. Les gens ont envie de naître dans la bonne famille, mais malheureusement, ils n'ont pas cette chance. Donc, voilà, donc j'estime qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ces parents-là, qui ont un peu de moyens, nous autres, peut-être Dieu nous fera grâce, je le dis toujours, et Dieu me fait toujours grâce pour faire face à ces charges. Et donc, s'il y a des gens que vous voyez qui n'ont pas cette grâce, si vous avez la possibilité, achetez un cahier ou un livre à un enfant, c'est le construire. Laurent Roland, on a une question par santé à présent, avec l'affiche du jour qui écrit « Le Bénin prêt pour la riposte contre l'épidémie de la variole du singe ». On en parlait il y a quelques jours. Oui, enfin, on a une bonne information maintenant. Et je crois que oui, il faut vraiment préparer la riposte contre
maladie qui sévit déjà dans la sous-région, parce que quand on regarde les images déjà, moi je ne supporte pas de voir les images telles que c'est. Ça peut déranger. Oui, voilà, ça dérange. Je me disais justement ce matin que ça peut heurter la sensibilité. Moi, je ne supporte pas ce genre d'image. Du moment où je vois ça déjà, je malheureusement, c'est à la une de pratiquement tous les journaux. Oui, voilà. Et donc, moi, déjà, quand en suivant ça, j'ai commencé à sentir des démangeaisons sur tout le corps. Donc, du coup, c'est difficile. Donc, moi, je pense que tel que c'est fait maintenant, on prépare la riposte, oui, c'est la meilleure option, mais il faut davantage sensibiliser. Il faut que les communiqués passent au niveau des stations de radio, des chaînes de télévision, pour informer sur les manifestations de ce mal et en même temps les méthodes à adopter pour éviter que cette maladie ne vous touche dans une certaine mesure. Donc j'estime véritablement que oui, c'est bon maintenant d'avoir une information officielle, de savoir que le gouvernement prépare la riposte, mais il faut communiquer. Parce que vous savez, dans certaines localités, les gens voient des animaux morts dans des champs et commencent à consommer, alors que les mesures pour éviter ça, c'est d'éviter tout animal mort retrouvé. C'est ça. De manipuler et puis de se laver régulièrement la main à l'eau et savon. Et quand vous avez quelqu'un qui est malade, qui est à l'hôpital, il faut éviter de toucher la personne, s'en éloigner sérieusement, parce que déjà quand vous voyez les boubouilles là sur le corps de quelqu'un et que vous n'avez pas la certitude si c'est peut-être variole simple ou varicelle, il faut éviter de manipuler, de toucher la personne, parce qu'en touchant quelqu'un qui a ce mal et cette maladie, c'est que vous pouvez facilement propager ça. Et malheureusement, après, c'est la COVID-19 qui nous a appris à laver les mains à l'eau et savon et à passer les gels régulièrement, mais cette période est passée depuis 2021. Plus personne s'en préoccupe. Les vieilles habitudes ont repris. Les dispositifs de lavage des mains ont été vendus dans les grands blé déjà. Tout est vendu. Donc, il n'y a plus rien. Les plastiques sont sèves dans lesquelles on mettait l'eau, sèves maintenant de poubelles. Donc, autant de choses. Il faille que tout le monde reprenne les bonnes habitudes. S'il faut aller reprendre les gels, hydroalcooliques, il faut aller les acheter parce qu'on ne peut pas trouver de l'eau partout. Et malheureusement, parfois, vous allez un peu partout dans notre culture. Nous avons hérité ça du colon. On veut serrer la main à tout le monde. Parce que, en fait, dans notre culture, c'est pas ça. Déjà, comme ça, on salue, malheureusement. Mais c'est vrai que depuis là, moi, j'ai adopté une habitude, c'est pas tout le monde qui sait la main, parfois. C'est comme ça. Fait le check comme ça. Voilà, et ça s'arrête là. Ça vous préserve. Allez, en parlant justement de préservation, de sensibilisation, Laurent Roland-Antonin, d'information. Le matinal écrit « Peste porcine africaine, plus de 200 porcs morts à Perret ». J'aurais pu vous poser la question, est-ce que vous en consommez? Vous consommez de la viande de porc? J'en consomme. D'accord, donc faites attention. Sensibiliser autour de vous, les uns et les autres. 200 porcs. S'il y a la peste porcine, s'il y a la peste porcine, c'est que Porte-Nouveau sera désormais risqué, c'est tout. Mais oui, c'est risqué d'en consommer, par ces temps-ci en tout cas. Oui, c'est une mauvaise nouvelle pour les consommateurs de la viande de porc, notamment nos frères de l'autre côté de Lomé. Lomé qui en raffolent, c'est une mauvaise nouvelle pour ces personnes. Et donc déjà, quand on annonce une peste de cette manière, du coup, ça craint. Parce que le virus, c'est dans le vent qui circule. Donc ça peut se retrouver écoutez, c'est peut-être déjà à Porte-Nouveau, c'est peut-être déjà à Calaville. Et donc, ce n'est pas pour faire peur, mais les gens disent souvent que quand c'est comme ça, que la viande doit être bien préparée, bien cuite, au feu, bien cuite. Bon, écoutez, oui, d'accord, mais il y en a qui, quand ils tuent l'animal, c'est juste pour aller griller ça et nous en consommons. Donc, du coup, il y a un risque. Je ne le dis pas pour décourager les consommateurs, pour décourager aussi ceux qui vendent la viande de porc, mais quand ça commence comme ça, c'est déjà un problème pour les vendeurs de viande de porc, parce que leur chiffre d'affaires va véritablement baisser. Vivement que les mesures idoines soient prises pour rapidement repousser loin cette peste-là, qui va certainement créer assez de dégâts chez les consommateurs et les vendeurs. Prends donc les mesures idoines, justement. En parlant de mesures idoines à prendre, il y a la Konadi-Q Mouyo, Laurent Roland-Antonin, qu'est-ce qui appelle à l'interdiction des cérémonies publiques des cultes Egungun, estimant donc qu'il y a beaucoup de désordres rattachés
à la chose. C'est parce qu'il y a le désordre qu'il faut empêcher la cérémonie publique des cultes Gungun. Moi, je ne suis pas adepte du culte Gungun, je suis chrétien évangélique, et ça je l'assume clairement et fièrement, mais je crois que chacun dans son couloir. Les cultes Gungun font partie de notre patrimoine culturel et cultuel. Et donc, ceux qui sont dedans, tout le monde, toute mon enfance, j'ai grandi en voyant les Gungun se promener dans mon village à la Datogudo, et on organise les cérémonies, et les Gungun nous chassent avec la chicotte parfois. On court, on tombe, on se lève. On vous chicote même parfois. On vous chicote, vous vous levez, vous souriez. Et puis après, vous continuez. Et demain, vous revenez. Vous revenez demain. Ça fait quand même fou. Ça fait partie de notre vie, en Afrique. Parce que moi, je ne suis pas dans le jeu où on dit ce que les autres font, tout est mauvais, il faut tout balayer. Non. Vous allez en Chine, vous voulez vous incliner. En Asie, vous voulez vous incliner devant le Bouddha parce que vous voulez le pouvoir. Vous allez, je ne sais quoi, dans d'autres pays, vous voulez... Et, en tout cas, je ne vais pas citer les différents dieux qui existent dans différents pays, mais les gens vont ailleurs et s'inclinent devant les puissances de ces personnes. Et vous allez en Inde pour aller chercher du pouvoir, et puis après, c'est vous qui venez dire ici que oui, le Gungun, parce qu'il faut arrêter, parce que... Enfin, ici, quand on lit par exemple l'oreille droite du quotidien, l'affiche du jour, on peut trouver ceci: désordre et banalisation constatés autour de cultes, de certains cultes endogènes. Les dignitaires demandent l'interdiction des manifestations publiques et Gungun. Donc ce n'est pas qu'on soit contre. Non, j'estime que... Mais c'est qu'on estime qu'il y a du désordre et de la banalisation. J'estime qu'il faut encadrer. Donc il faut encadrer, voilà. Il faut encadrer. On ne peut pas dire qu'il faut arrêter. D'ailleurs, dans un passé récent, à Boumé-Calavi, par exemple, la mairie avait interdit cela. Oui. Et après, voilà. Même si un ancien maire avait joué à Tchadjou au cours d'une élection. Un ancien maire qui est allé se soigner. Oui, voilà. On a appelé peut-être qu'il n'est pas encore guéri, peut-être. Oui, en fait, son médecin a dit qu'il a besoin de repos jusqu'en 2026. Pas sérieux, après 2026. Après 2026, peut-être qu'il sera actif. Alors donc, bref, c'est une parenthèse. Bien sûr. Mais je dis, on ne serait interdit pour interdire, parce que chacun se retrouve son bonheur dans ce qu'il fait. C'est ça. Et j'estime véritablement qu'il faut encadrer. Il faut encadrer en ce sens que, oui, des dérives, on en observe. J'ai cité ici les dérives avec le euro dans mon quartier il y a quelques jours. Pas que je suis contre l'euro, mais je pense qu'il y a des gens qui exagèrent, qui font des dérives. Il faut les identifier, il faut encadrer les dérives, il faut les interpeller. Et après ça, on laisse... Parce qu'il y a des grandes familles qui célèbrent le Gungun au Bénin. Quand vous prenez les banques collées, je ne sais quoi, Attendez, j'ai oublié beaucoup de noms. Il y a beaucoup de grandes familles. Il y a les Atiniers, il y a même les Bada. Voilà, les Bada, Boumé-Calavi. Il y en a beaucoup. Voilà, donc il y a ces grandes familles-là qui continuent de respecter ça. Et ils le font dans les normes. Ils le font véritablement dans les normes. Les quelques nouveaux, comment vous appelez, balais, néo-balais de Cotonou qui font les désordres. Donc, et à ce niveau, il va falloir encadrer et ramener la célébration du Egungun, aux vrais détenteurs de la culture Egungun. C'est ça. Les vrais détenteurs, on les connaît quand vous allez à Keto, quand vous allez à Ouida, quand vous allez à Alada. À Alada, c'est la famille Aladjojo, par exemple, Alada Togoud, Aladjojo. Quand vous allez à Alada Centre, je crois que ça doit être les Malekosou et autres. Et donc, je crois que véritablement, c'est à ce niveau, il faut réidentifier. Tel qu'on fait l'inventaire des familles, des royaumes du Bénin, il faut faire maintenant l'inventaire des familles dépositaires de certains cultes au Bénin. Et quand on fait le point, on ramène la célébration, les cérémonies de ces cultes-là dans le patrimoine de ces familles. Et au-delà de ces familles, personne d'autre ne peut le faire pour éviter les désordres. Et quand on va le faire, je crois qu'il n'y aura pas de problème. On reste à la rue du quotidien La Fille du Jour, Laurent Roland Anthony, caisse promotion de l'entrepreneuriat féminin à Porto Novo. La mairie veut former les jeunes femmes dans la transformation des tubercules et céréales. C'est très important et c'est une très bonne décision parce que je crois qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de femmes qui peut-être ne savent pas quoi faire parce qu'on parle du chômage des jeunes, on parle de difficultés dans notre pays, on parle de conditions non réunies pour que les femmes soient autonomes. C'est vrai qu'on parlera de comment vous appelez microcrédit à la FIA, mais est-ce que ça résout vraiment le problème? Je pense que le meilleur moyen pour sortir, pour l'autonomisation des femmes, c'est de travailler à ce que les femmes aient quelque chose à transformer. Vous voyez,
quand vous allez au Nigeria à côté, on l'appelle la reine du manioc, Yamisi Ariloye, qui déjà en 2005 avait un chiffre d'affaires de pratiquement 10 milliards de dollars. Donc c'est elle qui transforme le maïs, le manioc au Nigeria et qui vend l'amidon aux grandes structures comme Nestlé, Unilever. En fait, quand on parle de lait en poudre et autres, là, les gens ne savent pas qu'il y a de l'amidon de l'amidon de manioc. Et cette dame qui est au Nigeria, elle est la first, la reine du manioc au Nigeria. Elle transforme le manioc depuis des années, elle a des champs, des superficies de manioc. Et donc, il y a des choses à créer dans notre pays pour sortir les femmes de l'oisiveté, de la précarité. Nous avons du manioc au Bénin, nous avons des terres. Il y a une dame, une vieille en face de ma maison, depuis que je suis dans cette maison, je vous assure que chaque année, elle fait du manioc, du maïs sur le même champ. Elle finit de récolter le maïs. Non, le maïs, c'est déjà... Elle met le maïs et le manioc. Elle met le manioc au même moment. Et quand elle finit de récolter le maïs, elle laisse le manioc. Le manioc pousse jusqu'à mi-février ou mars, rapidement. Et puis, elle récolte, elle vend ça. Elle remet maintenant du maïs et du manioc à la fois. Et ça produit chaque année. Et le manioc, là, quand vous voyez, c'est le manioc de qualité. Pour vous dire quoi, nous avons beaucoup de choses à faire dans notre pays. C'est juste que les connaissances ne sont pas totalement réunies. Donc, ces femmes, quand on va les former, je crois que c'est une très bonne décision du Conseil communal de la commune de Porte-Novo. Porte-Novo, qui peut-être à première vue, il n'y a rien que des bâtiments à Porte-Novo centre. Donc, quand on va dans les périphéries, il y a certainement des terres à prélever. Les femmes qui sont formées pour la transformation des tubercules, il faut maintenant là, trouver des domaines. C'est ça, à exploiter. À mettre en valeur. Elles mettent du manioc. Le manioc, c'est bon. Maintenant, elles vont récolter. Elles font du gari, elles font de l'amidon, elles vont vendre ça. Pourquoi pas? Sachant que le gari, maintenant, devient plus cher, de plus en plus que le maïs. Le maïs. Et donc, il faut véritablement ça. Il y a aussi la transformation du maïs avec le soja et autres pour faire des bouillies pour les enfants. Pourquoi pas? On n'a pas besoin de donner tout le temps du cérélac à nos enfants. Cérélac, en fait, c'est notre amidon là que nous envoyons là-bas. Les gens ajoutent leurs produits et nous renvoient ça dans une boîte et on nous vend ça cher. Alors qu'on peut prendre du maïs ici, du soja ici, transformer tout ça là. Et même, on peut déjà aussi commencer par faire le cérélac ici nous-mêmes. Le cérélac made in Benin. Pourquoi pas? Et là, on sait ce que nos enfants consomment. J'estime que c'est une bonne initiative de la mairie de Porte-Novo qu'il faut encourager. Et qu'il faut que toutes les autres communes, vous imaginez que vous allez dans les communes comme Alada, Djidja, Agmaïzou, Zakpota, en tout cas, c'est des communes qui sont... comment vous appelez, essentiellement agricole. Mais malheureusement, il y a un besoin d'accompagnement des femmes en termes de transformation. Les femmes font du manioc, parfois font du gari, mais on peut aller au-delà. On peut trouver des mécanismes pour le faire. C'est très important, ça va aider à l'autonomisation des femmes. On veut bien que des Béninoises aussi soient comme des Yemisi Ariloyen du Bénin. C'est vrai qu'il y a Mme Marcos qui fait des transformations de jus d'ananas à l'ADA, qui fait déjà un effort essentiel, qui est, je dirais, pratiquement parmi les femmes la first dans la transformation de l'ananas au Bénin, qui concurrence de l'autre côté, Dieudonné Ladjajo, qui est le first pratiquement en termes de jus d'ananas au Bénin. Donc, on a besoin de ces femmes encore également. Et ça génère. Et puis d'ailleurs, vous voyez, ceux dont je parle, par exemple, ont été soutenus par la Banque mondiale à un moment donné, parce que les investisseurs sont venus voir quelque chose. Donc, aussi longtemps que les femmes n'auront rien sous la main, aucune structure internationale ne pourra mettre de l'argent. Il faut que les femmes commencent. Et donc, s'il faut que les femmes commencent, il revient aux élus locaux, aux élus communaux, de trouver le juste milieu pour accompagner les femmes à créer des choses, des coopératives, pourquoi pas. Aussi, il y a des femmes qui prennent des initiatives comme ça, les renforcer, les assister, les appuyer. N'est-ce pas? Alors, ça se passe à Porto-Novo. À Lokossa, par contre, d'autres femmes s'illustrent, mais pas de la meilleure des manières. Démasquage d'un réseau d'escroquerie en bande organisée. La police interpelle 37 jeunes filles de 12 communes à Lokossa, Laurent. Oui, mais il y en a qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent pas faire d'efforts, qui veulent
mettre à terre l'image de la femme béninoise. Et c'est bien dommage pour notre pays. Et surtout, à l'ère des réseaux sociaux, de la télécommunication aujourd'hui, vous imaginez que beaucoup de femmes s'illustrent négativement au plan international, national et international, parce que ce qu'elles font sur les réseaux sociaux, ce qu'elles font aussi, c'est qu'au plan international, on voit cette image. Et donc, oui, la police les interpelle. Parle d'escroquerie en bande organisée. Oui, il y en a qui se font passer, en tout cas, il y en a qui, sur les réseaux sociaux, attirent leur proie, les hommes qui tombent dans le chantage, beaucoup de choses. Donc, c'est aussi, il revient surtout aussi à certains hommes de faire attention. Mais ces femmes, parfois, jeunes femmes sans foi ni loi, et qui jettent du discrédit sur la femme béninoise. Et donc, quand on en arrive à mettre la main sur elle, il faut les faire subir les rigueurs de la loi. C'est bien dommage, hein? C'est bien dommage que notre génération, avec les sœurs que nous avons, nos petites sœurs, nos belles-sœurs, et parfois certaines de nos épouses, il y en a parmi elles qui ne veulent pas donner le bon exemple. Hein? Et c'est bien triste pour notre pays. On finit par Ronoubo, Laurent Roland Tononiquet, c'est par ce sujet qui continue de défrayer la chronique, l'affaire dite d'enlèvement de Steve à Moussou. Réaction du parquet de Lomé, écrit le quotidien des communications au Bénin qui risque de compliquer le dossier. Oui, les communications tous azimuts qu'on voit un peu partout, ceux qui veulent communiquer à tout prix pour le gouvernement, pour dire nous sommes là pour vous, je crois qu'il doit pouvoir prendre du recul et se calmer un peu parce que ce n'est pas bien, parce que je constate clairement que les gens vont dans tous les sens traiter un État de tous les noms, traiter la justice togolaise de tous les noms. Je suis d'accord qu'il y a des noms dits dans le dossier. J'ai interpellé la partie togolaise parce que vous imaginez qu'il y a encore une photo à circuler. On dit que c'est la photo de la dame en question. Okay. Et puis une dame est montée au créneau, a fait un direct sur TikTok que j'ai suivi qui dit en réalité c'est pas elle. Pourquoi on peut partager sa photo un peu partout pour dire que c'est elle la dame? Et donc, sur cette question, moi, quand je continue de dire, le Togo doit nous aider à trouver la photo de la dame qui est incriminée. Moi, j'ai mis des hypothèses où j'ai posé des questions le lundi. Les gens m'en ont voulu pour dire, je nie l'existence de la femme. Je ne lis pas l'existence de la dame. Je dis, si la dame existait, moi, on a dit dans un premier temps, Priscilla Temo. Après, on dit que c'est non, c'est Priscilla Temitokwe Clébor. Dans tout ça. Et celle qui a parlé s'appelle Priscilla Temitokwe. Et elle dit que ce n'est pas elle. Donc, voilà. Si ce n'est pas Priscilla Temitokwe, Priscilla Temitokwe Clébor est où? Il faut qu'on connaisse la dame. Donc, il y a un nom dit à ce niveau également. Donc, j'estime qu'on doit pouvoir continuer à chercher à savoir où est-ce que la dame se trouve, où est-ce que véritablement la dame est déjà ou finalement déposée à la présidence civile de Lomé. C'est une question que je pose aux autorités togolaises. Et je crois que si je pose la question comme ça, elles doivent comprendre pourquoi je pose la question. Et donc, j'estime véritablement que nous devons faire très attention. Communication tous azimuts du côté des soutiens du pouvoir en place, ou bien qui veulent communiquer à tout prix pour dire que c'est un canular, pour dire que Wanilo comment vous appelez, chantage, tout ça là, c'est bien beau, mais il revient à la justice de son travail. Il revient au gouvernement maintenant de nous situer véritablement. Fort heureusement, le chef d'État est rentré déjà. Donc, je suis sûr que la semaine prochaine, le directeur le dit comme porte-parole du gouvernement, dit certainement qu'il est déjà rentré aussi. Parce que si son chef rentre, il doit rentrer également pour les derniers réglages avant lundi. Et donc, lundi, peut-être, ça va être peut-être la première communication qui va nous servir vivement. Donc, j'estime qu'il faut qu'on évite. On peut communiquer sur le dossier, on peut aborder le sujet sans pouvoir jeter de la pierre au Togo, sans pouvoir traiter le Togo de tous les noms, parce que ça va contribuer à envenimer la situation entre le Bénin et le Togo qui était déjà tendu un peu du point de vue de certains dossiers par le passé. En tout cas, en la matière, Korogoné demande aux mises en cause de faire confiance tout simplement à la justice togolaise. Merci à vous, Laurent. C'est à moi. Roland Tononiquet.